Je vous salue, chers frères qui aimez l'histoire de l'Afrique, l'histoire de nos ancêtres, dite avec vérité, sans la contre-histoire, souvent, qui nous vient de l'Europe, et surtout de la France, et de ses africanistes. Alors, je vais poursuivre la série de vidéos que j'ai commencé sur les relations entre l'Ashanti et puis le littoral. C'est important, frère, parce que quand vous regardez tous les ouvrages des auteurs britanniques sur la question, c'est rédigé en anglais, vous voyez qu'ils parlent plutôt des relations entre l'Ashanti et la Grande-Bretagne. Or non. Pour ceux qui ont commencé à regarder cette série de vidéos que je fais, l'Ashanti et le littoral depuis la première vidéo, donc c'est le numéro 1. Je crois que maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est le numéro 5. La 5e vidéo. Vous verrez bien que non. C'est bien une question des relations entre l'Ashanti et puis les royaumes du littoral de la Côte de l'Or. C'est pour ça que dans les traditions Akan, cela est appelé Kudan Kon, c'est-à-dire les guerres entre les locuteurs du Tui. Donc, vous voyez que le paradigme, la vision de l'histoire des Européens concernant l'histoire de l'Afrique et puis nous-mêmes, ce que nous disons, ce que nos ancêtres disent, ce que nos traditions disent, ce n'est pas la même chose. Vous allez le voir, on appelle ça Kudan Kon. Voilà, c'est ça. Donc, c'est les relations entre locuteurs du Tui, entre Akan. Voilà. Les Anglais, ils font une intrusion, mais ce n'est pas leur histoire. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Alors donc, je poursuis pour dire que si vous regardez la 4e vidéo, vous verrez que déjà, on voit que l'Angleterre, petit à petit, est en train de tisser sa toile pour devenir la puissance coloniale en Côte de l'Or. Déjà, en 1850, ils signent un accord avec les Danois pour que les Danois leur cèdent leur fort et leur comptoir sur la Côte de l'Or. C'est ce qui s'est passé. Donc les comptoirs danois qui étaient dans la région d'Accra, etc., bon, ils ont cédé, les Danois ont cédé ces comptoirs-là à l'Angleterre. Maintenant, en avril 1872, Pope Hennessy, le gouverneur anglais, et Ferguson, le représentant de la Hollande, finalisent l'accord de cession des forts établissements hollandais à la Grande-Bretagne. Donc là aussi, on voit à travers cet accord d'avril 1872 que les Hollandais cèdent maintenant leurs forts et leurs comptoirs à l'Angleterre. Donc l'Angleterre est maintenant la seule puissance qui a des forts et des comptoirs sur le littoral de la Côte de l'Or. Et on va voir que cela va avoir des conséquences. Alors, devant cette situation, en janvier 1873, les armées Ashanti passent le Pra. C'est-à-dire, le Pra, c'est le fleuve vraiment qui faisait justement pratiquement frontière entre la zone Ashanti et puis le littoral de la Côte de l'Or. Donc, ils passent le Pra, le fleuve Pra, à Prasso. La zone s'appelle Prasso. Prasso, ça veut dire littéralement sur le Pra. Et ils envahissent le protectorat. Voilà. Ils envahissent le protectorat. Aussitôt, les chefs de la Confédération Fanti, dans la vidéo numéro 4, je vous ai parlé de la création de la Confédération Fanti, qui a été faite pour se défendre de la Confédération Ashanti. Donc, les chefs de la Confédération Fanti et toute l'assemblée des chefs du littoral dans le protectorat se concertent avec l'administrateur anglais pour préparer la riposte. Les forces africaines du protectorat étaient estimées entre 63 000 et 70 000 hommes. Et le 10 mars 1873, des affrontements importants ont lieu dans la localité de Fanti-Nyankomansé, qui est en Assène. Alors, les Ashanti, dès le 14 avril 1873, renforcent leur attaque et installent un vaste camp en Eguafo, en territoire Fanti. Alors, je vais vous montrer un peu la carte. J'espère que ce sera vu. La carte entre le territoire Ashanti et puis le littoral de la Côte de l'Or.
l'Ashanti au-dessus, le littoral de la Côte de l'Or est en bas. Voilà. Le protectorat, du moins, est en bas, en dessous. Voilà, c'est cela. Et les Ashanti étant dans leur camp de Guafo, qui est déjà en territoire Fanti, malheureusement pour eux, une épidémie de variole va éclater et ils seront obligés de déplacer leur camp pour l'amener beaucoup plus au nord, notamment à Dunkwa, en pays d'Antira, qu'ils contrôlaient. Ils contrôlaient Dunkwa. Alors, Elmina ou Edna, alliés des Ashanti, livrait secrètement des armes et des munitions aux Ashanti par la voie de Salpong. Aussi, dès le 12 avril 1873, l'Assemblée des chefs et l'administrateur décident d'appliquer la loi martiale contre Elmina, qui est bombardée. Elmina sera profondément divisée à propos du soutien à l'Ashanti. Donc vous voyez que le petit royaume d'Elmina, la chefferie d'Elmina, donc est divisée sur la question. Voilà. Souvent, quand il y a une question importante qui touche un peuple, les gens ne sont pas d'accord. Alors, deux chefs de quartier, Esservi et Ando, décident de prendre le parti du protectorat. Or, ces quartiers-là à Elmina sont importants parce que c'est là que sont les Asafo, c'est-à-dire les unités combattantes. Donc, les chefs Esserfi et Ando, qui sont des chefs de quartier, décident de prendre le parti du protectorat contre l'Ashanti. Alors, le colonel Harley somme les Ashanti qui vivent à Elmina et dans ses dépendances de rentrer chez eux. Voilà. Donc, on veut expulser les Ashanti qui sont à Elmina de peur qu'ils ne soient soit des espions ou, disons, des comploteurs contre le littoral. Nommé major général, Sir Garnet Wolseley arrive dans le protectorat en octobre 1873. Donc, vous voyez, d'avril à octobre. Voilà. Son état-major comprenait plusieurs officiers de métier. Le matériel de guerre dont il disposait était impressionnant et comprenait des roquettes. Et à cause de ces roquettes-là, les Ashanti vont appeler cette guerre qui va suivre Totosa. Parce que les Ashanti ont appelé les roquettes Toto à cause du bruit que ça faisait. To. Voilà. C'est ça. L'Ashanti de son côté avait une armée impressionnante avec un effectif important, comprenant de nombreuses troupes auxiliaires des chefferies et des royaumes tributaires. Des affrontements se produisent à Dunkwa et avec l'emploi des roquettes, les Ashanti, surpris par cette arme nouvelle, fuient dans toutes les directions. Malheureusement, ils ne s'attendaient pas à des roquettes dans cette guerre-là. Les Anglais utilisaient, c'est vrai, des canons, mais les roquettes, c'était nouveau. C'est pour ça que j'ai dit, c'est parce que les Européens, les colonisateurs, ils avaient des armes plus puissantes que nos ancêtres. C'est pour ça qu'ils ont gagné les guerres. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils étaient plus valeureux et plus vaillants que nos ancêtres. Ah, il faut savoir cela. Donc, l'attaque des Ashanti contre Assabo est repoussée. Et les Ashanti se replient à Amanfosso et Daman, puis peu après se mettent à repasser le Pra pour gagner leur propre territoire. Donc, vous voyez, ils commencent à rentrer sur leur territoire. Parce qu'ils ont été vraiment désarçonnés par les roquettes, voilà, utilisées par les Britanniques, les Anglais. Alors, le major général Sir Gardner Wolseley décide de porter la guerre au cœur même de l'Ashanti. Les troupes proprement britanniques comprenaient 3 bataillons estimés à 2040 hommes et 60 officiers. Donc vous voyez que les Anglais même qui participent à la guerre ne sont pas nombreux. Alors que les troupes du littoral du protectorat font presque 70 000 hommes. Mais dans ces 70 000 hommes, les Britanniques proprement dit n'ont que 2040 hommes et à l'intérieur 60 officiers. C'est tout. Vous voyez, c'est cela.
Le 1er novembre 1873, Sir Gardner Wesley écrit une lettre au roi Kofi Karikari des Ashanti dans laquelle il dit être venu avec des soldats blancs pour le vaincre. Comme si ce sont ces soldats blancs-là qui suffisent à faire la guerre. Ce n'est pas sérieux, voilà, c'est comme ça. Il pense pouvoir ainsi impressionner le roi des Ashanti, Kofi Karikari. Alors, des 3 lettres écrites par le major général, 2 seront interceptées par le chef guerrier Ashanti, Amankwa-Tia, qui les gardera par devers lui sans informer son souverain. Alors, il s'agit en fait de Amankwa-Tia Kouma, c'est-à-dire le second. Parce que le premier, il y a un Amankwa-Tia Pagny. Voilà. Ça, c'est le second. Et la 3e lettre va se perdre. Vous voyez que donc ce chef guerrier important de Bantama n'a pas voulu que ces lettres parviennent au roi parce qu'il a trouvé que ce sont des lettres qui sont insultantes vis-à-vis du roi des Ashanti. À ces lettres, Amankwa-Tia lui-même répond que sa mission est de soumettre les Asen, les Dankira, les Achem et les Wassa à l'autorité du roi des Ashanti. Donc vous voyez que c'est comme si ce général Ashanti veut dire aux Anglais que mais nous on n'a pas affaire à vous. Vous mêlez de nos affaires entre Africains, nous on n'a pas affaire à vous. Que nous les Ashanti, on a affaire aux Asen, aux Dankira, aux Achem et aux Wassa qui étaient soumis au roi des Ashanti et qui maintenant veulent remettre en cause la souveraineté du roi des Ashanti. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le 25 novembre 1873, le roi des Ashanti, Kofi Karikari, écrit à Sir Gardner Wesley pour lui dire qu'il n'a pas affaire aux Blancs. Voilà, c'est ce que je vous disais. Mais que son objectif est de ramener sous son autorité ses serviteurs qui ont fui pour le protectorat. Une nouvelle lettre du roi Ashanti datée du 26 décembre 1873 dit qu'il attend la réponse à sa lettre précédente et qu'il ne désire que le retour des Asen et d'Ankira dans ses dépendances, sous son autorité, sous sa souveraineté. C'est cela. De son camp de Prasso, le 2 janvier 1874, Wesley demande réparation des attaques d'Amankwa-Tia et affirme clairement que dans sa lettre que son objectif est d'envahir l'Ashanti et même d'atteindre Dwaben et Koumassi. C'est-à-dire qu'il dit bien clairement que lui, Wesley, le Britannique, il veut aller à Koumassi. Il réclame aussi 50 000 onces d'or de poudre d'or, 50 000 onces de poudre d'or et exige un nouveau traité. Il se plaît à rappeler que les Ashanti ont déjà perdu 1000 hommes, sans compter les ravages de l'épidémie dans leur camp. Ouais, ça, disons qu'ils sont en train de se jauger. Voilà. Voilà. Ce sont des lettres pour essayer d'influencer l'adversaire, l'ennemi. C'est cela. Alors, devant le réveil militaire, le Conseil royal d'Asante Kotoko se réunit en Mahia. La question était vraiment sérieuse. Parce que cette nouvelle arme, la roquette a vraiment désarçonné les troupes Ashanti. Et donc, Mahia, c'est-à-dire, ça veut dire le rassemblement du peuple Ashanti. Mais Mahia, ça veut dire simplement peuple rassemblé. Mais ici, bien sûr, c'est le rassemblement du Conseil royal Ashanti. Alors, le roi Kofi Karikari prend la parole et fait remarquer que c'est à la demande même des chefs de la Confédération qu'il a engagé la guerre. Aussi leur demande-t-il d'accroître leurs contributions respectives à l'effort de guerre. Voilà, donc c'est cela. La reine des Ashanti, bon, souvent on dit reine-mère, mais moi je dis que le terme reine-mère, c'est européen. C'est la reine. Donc la Santehima fera remarquer que l'Ashanti est sorti toujours vainqueur de ces guerres précédentes parce que les causes qui les ont soutenues étaient justes. Mais que cette fois, ce n'était pas le cas. Vous voyez ce que la reine des Ashanti dit au roi. Le roi Ashanti, dans une lettre datée du 9 janvier 1874, affirme qu'il ne désire que faire, il désire que l'affaire soit réglée, raison pour laquelle il a envoyé en mission au Ousou-Koko, mais est désolé qu'un malentendu ait causé cette attaque et qu'Amankwa-Tia n'a pas suivi comme il se devait ses instructions. Voilà, il cherche un peu des échappatoires. Alors, il demandait que les troupes du protectorat arrêtent d'avancer pour éviter de nouveaux combats. Le 13 janvier 1874, Sir Gardner Wesley exige la libération de tous les prisonniers européens aux mains du roi Ashanti
et établit son quartier général dans le palais du roi Adansé de Fomena. Donc, c'est-à-dire qu'il est déjà en territoire Ashanti. Voilà. Parce que l'Adansé, c'est la partie qui est... Ça fait partie de l'Ashanti, mais c'est la zone qui est un peu, on peut dire, au sud de l'Ashanti ancien. Parce que les Adansé même ont été soumis et intégrés à la Confédération. Kofi Karikari demande à son prisonnier, M. Koun, d'intercéder pour lui auprès de Sir Gardner Wesley afin qu'il mette un terme à l'avancée de ses troupes. Voilà. Parce que les Ashanti retenaient notamment des Britanniques qui prétendaient être des explorateurs. Mais on sait très bien que ces explorateurs n'étaient que des, disons, des espions. Des espions pour permettre ensuite la conquête coloniale. C'est ça la réalité. Et les Ashanti avaient compris ça. Ce peuple guerrier avait compris ça. Voilà. Donc, ils retenaient les prétendus explorateurs prisonniers. Kofi Karikari fait libérer la famille Ramseye, le marchand Bonat et M. Koun et fait envoyer une lettre par ceux-ci disant qu'il a lui-même payé de l'or à Adou Boafo pour obtenir la libération de ses prisonniers blancs. Donc vous voyez, c'est comme s'il dit qu'il faut qu'on rembourse ce qu'il a payé pour libérer ses prisonniers blancs. Il demande l'arrêt de la progression des troupes du protectorat et parle de son désir de négociation, de paix et assure qu'il convaincra Amankwatia de payer la somme qu'exige Gardner Wesley. En fait, il fait de la diversion, comme on le voit là. Enfin, Kofi Karikari ajoute qu'il libérera les prisonniers Fanti après négociation par l'entremise de M. Dawson. Ce à quoi Wesley répond que le roi Ashanti n'a pas donné une réponse franche à sa requête au sujet de tous les prisonniers natifs du protectorat dont il demande la libération immédiate. Il arrivera, dit-il à Koumassi, que ce soit en ami ou en ennemi, et qu'il ne voit aucune objection à ce que Dawson demeure à Koumassi comme interprète du roi Ashanti. En outre, Wesley exige, avant que les négociations n'interviennent, le versement immédiat d'au moins la moitié de l'indemnité et la remise des otages suivants. Le prince Mensa, héritier présomptif, la reine, mais Efwa Kobi, en fait c'est la reine, hein, Efwa Kobi, des membres des familles royales de Djoaben, Mampon, Kokofu et Bakwai. Ces conditions, comme on peut le voir, étaient impossibles à remplir pour le roi Ashanti. Oui. C'est-à-dire qu'il veut qu'on donne des princes et des reines des royaumes confédérés comme otages. Ça, le roi Ashanti ne peut pas faire cela. Parce que la confédération est basée sur une alliance entre la famille royale et puis les familles dirigeantes des royaumes confédérés. Le roi ne peut pas faire cela. Wesley, dans une lettre, demande à Kobina Foua, roi d'Achim Kotokou, de joindre ses troupes à l'armée du protectorat, ce que ce dernier fait aussitôt. Parce que anciennement, notamment l'Achim Kotokou comme l'Achim Abouakwa, étaient des royaumes tributaires de l'Ashanti. Et ils ont subi une dure domination des Ashanti. Les troupes du protectorat occupent Bobrasé et des affrontements ont lieu à Akankouassi, sur la voie de Bakwai. Donc voilà. Donc là, les combats maintenant se déroulent en plein territoire Ashanti. Le 4 février 1874, le roi Ashanti écrit une lettre pour dire qu'il voulait satisfaire la requête de Wesley, mais que la progression rapide des troupes du protectorat ne lui en a pas donné le temps. Il laisse entendre que son frère Mensa et la reine mère sont ses conseillers et qu'il trouve la somme demandée excessive. Enfin, la reine, en fait, c'est la reine des Ashanti. Wesley répond qu'il est déçu par l'attitude du roi Ashanti et qu'il ne s'arrêtera que quand ses exigences seront satisfaites. Parce que là, on voit que Wesley est en position de force puisque les troupes du littoral sont en plein territoire Ashanti. Le village de Kassé est traversé par les armées du protectorat sans aucune résistance. Le commandement des troupes Ashanti est retiré à Amankwatia et est donné à Kwabena Duomo, le chef de Mampo. Quand ça ne va pas, on change les généraux. C'est comme ça, c'est ce que les Ashanti ont fait ici, le roi des Ashanti. Asamoah Nkwanta, surnommé Safokra, c'est-à-dire âme des guerriers, prend la tête des troupes à danser, avec pour objectif de freiner la progression des armées du protectorat.
des affrontements ont lieu à Moafo. M. Dawson fait parvenir une lettre datée du 4 février 1874 disant que sa vie et celle des autres otages seraient en danger si Sir Wesley n'arrêtait pas la progression de son armée. Ce fut sans doute un stratagème monté par le roi Kofi Karikari pour essayer de gagner du temps. Voilà. Il veut faire comprendre à Wesley que les otages là, britanniques et autres qu'il a là, sont menacés de mort et que si les troupes du protectorat n'arrêtent pas leur avancée, eh bien, ces otages-là risquent d'être exécutés. Et il fait écrire la lettre justement par un des otages, ici, dans le cas ici, M. Dawson. Quand les troupes du protectorat arrivent à Koumassi, c'était la première fois qu'une armée étrangère rentrait à Koumassi. Le roi et ses chefs ont fui. Le 4 février 1874, Wesley écrit que sa promesse de venir à Koumassi a été tenue, qu'il demande à présent des otages autres que la reine mère des Ashanti, le prince Messa, mais veut que ces deux ci-dessus nommés et le roi lui-même viennent le rencontrer. Bon, enfin, j'ai dit chaque fois reine mère, mais en fait, ça veut dire la reine des Ashanti, c'est-à-dire la Santehema. Donc, je vais m'arrêter là. Vous voyez que c'était la première fois que des troupes étrangères constituées à majorité, 70 000 hommes, des royaumes et des chefferies du littoral, avec quelques officiers britanniques, arrivent dans la capitale des Ashanti. C'était la première fois. C'était la première fois. Ça, c'est vraiment terrible. Et c'était le 4 février 1874. Le 4 février 1874. Alors, je vais m'arrêter là. Disons que c'est la 5e vidéo que je fais là sur les relations entre l'Ashanti et le protectorat. Donc, il y aura une autre vidéo encore. Je crois que c'est celle-là qui va terminer cette série de vidéos sur les relations entre l'Ashanti et le littoral, avec bien sûr l'intrusion et l'implication des Anglais, des Britanniques. Merci, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Je félicite les collègues qui, à cette dernière session du CAMES, sont passés, soit maître assistant, chargé de recherche, maître de conférence, professeur titulaire aussi, pour ceux qui sont à Boaké. Voilà. Parce qu'il y a le jeune frère Kamara Moritier qui est passé professeur titulaire, je le félicite. Il y a aussi mon fils, Mbra Kwaku Désiré, qui est passé maître de conférence. Il y a Madame Iné, ici même à Abidjan. Bon, Mbra Désiré et Kamara Moritier sont de l'université de Boaké. Ici même, Iné est passé maître de conférence. Je la félicite. Je félicite aussi, comment on appelle mon frère, son nom, qui est passé aussi maître de conférence. Le professeur, oh là là, je vais te rappeler son nom. Oh là là. Bon, en tout cas, je félicite tous ceux qui sont passés. Il y a le docteur Yeo qui est passé maître assistant. Le docteur Touré Québec qui est passé maître assistant. Et il y a 2 autres aussi qui sont passés maître de conférence. Vraiment, je présente toutes mes excuses. Quelquefois, j'ai des trous de mémoire là. Moi-même, je ne comprends pas quand ça m'arrive comme ça. Voilà. Donc, vraiment, félicitations à tous. J'espère que nous allons les célébrer pour cette promotion. Pour cette promotion. C'est important. Voilà. C'est important. Et je vous souhaite une bonne journée. Et à très bientôt pour finaliser justement cette vidéo. Le collègue donc, qui est passé maître de conférence, dont j'ai oublié, je sais pas, j'ai oublié, mais à la prochaine vidéo, je dirai son nom. Voilà, je dirai son nom. Qui ne se met pas en colère avec moi, je dirai son nom. Voilà. Je dirai son nom. Je vois que son nom trône un peu dans ma tête et puis ça s'en va parce qu'on me l'a dit oralement. On me l'a dit oralement. Moi-même, je n'ai pas vu le document sur... je crois que le CAMES a mis ça en ligne. Voilà, le CAMES a mis ça en ligne. Et vraiment, c'est important
de progresser dans sa carrière. Voilà, c'est vraiment important. Je crois que le docteur Nieto, lui, il est passé chargé de recherche. Voilà, chargé de recherche. Et c'est vraiment, je félicite tous les collègues. Cela veut dire que à l'université de Bouaké comme à l'université d'Abidjan, les collègues sont travailleurs. On a besoin simplement qu'il y ait de meilleures conditions qui soient créées pour que nous puissions vraiment transmettre les fruits de nos recherches comme enseignement aux étudiants. C'est ça. C'est ça. C'est important. Il nous faut réellement, il faut que vraiment, réellement le Wi-Fi marche. Il faut que nous puissions faire des vidéoconférences. Vu qu'avec le Covid, les déplacements, les voyages sont devenus difficiles. Donc, il faut qu'on puisse mettre en place des équipements pour qu'on puisse faire les soutenances à distance, en vidéoconférence. Voilà, je trouve que c'est important. Hein, c'est important. C'est vraiment fondamental. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée.